on va, on va changer un peu de sujet, mais pas complètement. L'idée qu'on voulait aussi dans cette assemblée régionale, c'est de pouvoir amener un petit peu des éléments qui doivent pouvoir enrichir nos parcours et nos pratiques professionnelles. Donc du coup, on a choisi cette année de s'intéresser à l'économie collaborative. Et du coup, je vais appeler donc les différents intervenants. Alors, ils sont déjà presque tous autour de la table. Il nous manque donc Laetitia, que je vois arriver, euh, Yannick Conseil, donc de responsable pôle économie et innovation du Grand Angoulême, et puis France Joubert, qui va s'asseoir à côté de moi, que je présenterai. Alors, Yannick, je propose de vous mettre à côté de Laetitia, et puis France, ici. Et puis, je vais laisser donc la parole à Jean-Luc. Jean-Luc Lancelet, qui va peut-être se présenter rapidement et Ouais, qui a donc, accepté d'animer cette table ronde. oui, donc Jean-Luc Lancelet, donc moi je suis bénévole accompagnateur de l'ADI. Donc par ailleurs, donc Jean-Marc a souhaité aussi me confier une mission donc de référent économie sociale et solidaire. Donc c'est à ce titre-là plus peut-être que je suis chargé d'animer cette table ronde. Bon, table ronde où on aura trois temps. Premier temps qui va être de demander aux structures, aux différentes structures, donc de se présenter, d'expliquer un peu ce qu'elles font. Hein. Donc ça va être le premier temps. Puis un second temps qui va être un temps peut-être de réaction, vous permettre un peu vous de réagir et demander éventuellement des précisions. Et puis un troisième temps, on va demander à ce qu'on appelle dans d'autres tables rondes un grand témoin qui est France Joubert, donc qui nous vient du nord, du grand nord, du nord de la région. Donc on va demander à France Joubert, quelqu'un qui travaille dans l'économie sociale et solidaire depuis de nombreuses années maintenant et qui est plus spécialement donc actif dans le cadre de ce qu'on appelle les groupements d'employeurs, hein, qui consiste à mettre à mutualiser de la main-d'œuvre et la mettre à disposition des entreprises. On va demander à Franck Joubert donc de réagir à ce qu'il a entendu et puis d'essayer de faire le lien entre dans cette grande galaxie de l'économie sociale et solidaire, le lien entre ce qu'on appelle l'économie collaborative et la problématique d'insertion, puisque on peut considérer que l'ADI fait partie de la problématique d'insertion, on l'a vu à travers tout ce que l'on a vu, même si avec CRA-Jeunes, on est peut-être déjà plus impliqué dans l'économie collaborative, et puis l'économie collaborative qui est représentée. Alors donc par plusieurs structures. La structure Anabase, donc, qui est une couveuse d'entreprise. Alors, sans doute nécessité de définir ce qu'est une couveuse d'entreprise. Les tiers-lieux, donc les tiers-lieux et les espaces de coopération, donc qui sont représentés par Chloé Rivollet et Camille Panzer. Ensuite, on a aussi donc la plateforme, la plateforme de financement participatif, dit aussi crowdfunding, hein, puisqu'on trouve un peu les deux mots, hein, le financement participatif ou le crowdfunding, qui est représenté ici par Thibaut Quenou. Et puis enfin, donc, le Fab Lab d'Angoulême, hein, qui est représenté par Yannick Conseil. Donc, alors, je ne présente pas plus ces personnes-là puisqu'elles sont présentées sur la diapo, donc vous pouvez le lire en même temps que je le présente. Alors peut-être on va commencer par vous, Laetitia Ferrand. Bon, voilà, une couveuse d'entreprise. Qu'est-ce que c'est une couveuse d'entreprise? Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont les types d'entrepreneurs que vous accompagnez? Enfin voilà. Donc présentez-nous celle de Bordeaux, qui est à Bordeaux. Hein, donc,
Oui, bonjour. Donc Laetitia Ferrand de la MIE, la Maison Initiative Entrepreneuriat. C'est une structure d'accompagnement des créateurs d'entreprises qui existe depuis 1997 et basée à Bordeaux. Dans nos différentes actions, on a un dispositif couveuse qui s'appelle Anabase. Donc une couveuse, c'est quoi? Une couveuse prête son numéro SIRET à des entrepreneurs qui veulent tester la viabilité économique de leur projet. Donc ils sont en situation réelle d'exploitation de leur activité. Ils achètent, ils vendent, ils produisent et ils facturent avec le numéro SIRET qui est partagé entre tous les entrepreneurs de la couveuse. On accompagne ces personnes, on accompagne à la montée en compétences, on accompagne au positionnement commercial, on accompagne à la gestion quotidienne de l'entreprise. Et ils passent en moyenne 18 mois avec nous. Et au bout de ces 18 mois en moyenne, en fait, ils décident avec des indicateurs réels d'activité de créer leur propre entreprise ou pas. Donc ça, c'est le principe des couveuses. On a un public varié, de personnes avec des profils divers et des projets variés également, puisqu'il n'y a pas de thématique à cette couveuse, c'est une couveuse généraliste. Donc on a des commerçants, on a des artisans, on a beaucoup de prestataires de services, bien entendu, et des restaurateurs aussi. Enfin voilà, c'est très varié comme type d'activité. D'accord. Un profil moyen, enfin quelqu'un que vous voulez mettre un peu peut-être en avant, qui est un peu en avant, qui illustre mieux ce que vous êtes susceptible de faire, et peut-être aussi quelques mots sur les ateliers que vous animez, peut-être aussi sur. Oui, donc moi je peux mettre en avant des créateurs particuliers et faire le lien avec nos hôtes aujourd'hui, parce que en fait donc l'ADI et l'AMI et Anabase ont adhéré au réseau de l'ADI l'an dernier. Dans les couveuses, vous parliez tout à l'heure de collaboratifs, les entrepreneurs travaillent beaucoup entre eux pour être plus forts face à une commande publique ou privée et pour pouvoir asseoir leur activité de manière plus intelligente et collaborative. Ce qu'on favorise auprès de nos créateurs, on se l'applique à nous-mêmes, et donc c'est dans cette idée-là qu'on a adhéré à l'ADI, pouvoir travailler mieux ensemble, pouvoir se fortifier sur un territoire et échanger nos outils, partager nos outils. Donc effectivement, l'ADI peut orienter du monde vers la couveuse et peut réaliser du microcrédit au sein de la couveuse pour pouvoir doter nos entrepreneurs d'outils financiers, puisque la couveuse elle-même n'en possède pas. Donc ça a été le cas là très récemment, puisque on a des entrepreneurs donc au sein de la couveuse qui développent un restaurant locavore, et l'ADI donc a octroyé un financement à ces restaurateurs. Ça facilite l'accès au financement, parce que je vous rappelle, ils n'ont pas de numéro SIRET, donc aller vers une banque, solliciter un prêt, c'est plus compliqué quand on utilise le numéro SIRET d'une couveuse. Donc, une des conditions, ce qu'il faut quand même retenir aussi de ce que vous dites, c'est qu'une des conditions pour entrer dans la couveuse, c'est de ne pas avoir créé, en fait. Exactement, ne pas être immatriculé, être en situation de test. Il faut qu'ils aient leurs outils de production, parce que dès que vous rentrez dans la couveuse, le lendemain, vous êtes au boulot. Donc, il faut avoir ces outils de production. Donc, ce sont vraiment pour des personnes qui ont besoin de tester leur activité, soit par manque de lisibilité du marché, soit par un besoin de monter en compétences, soit par manque de réseau. Voilà, ce sont des outils réseau, des accélérateurs de réseau. D'accord, très bien. Merci. Donc, à côté de vous, donc Chloé Rivollet et puis Camille Penzer, puisque je crois que vous travaillez un peu ensemble. Donc, oui, on à travaille la un fois peu sur les ensemble. dispositifs tiers-lieux et sur le coworking. Donc, vous prendrez la parole successivement. La transition va être simple, ouais. Oui, c'est simple. Bon, donc dispositif tiers-lieux plutôt pour des gens qui ont créé, et donc les mêmes questions. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Qu'est-ce que ça apporte aux créateurs? Voilà, donc comment ça fonctionne? Les services que vous rendez? Donc c'est un sujet méconnu. Je ne sais pas, je vous ai peut-être déjà perdu juste en disant le titre de la boîte, la coopérative des tiers-lieux, mais je vais essayer de vous ramener à moi. Donc la coopérative des tiers-lieux, c'est une association qui a 4 ans maintenant.
à l'initiative de cette association, il y a Marie-Laure Cuvelier et Lucie Légron qui sont les cofondatrices, qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui. Lucie Légron, elle a créé le premier espace de coworking rural en France en 2010. C'était à Pomerol. Donc les espaces de coworking, on a rapidement évoqué le sujet tout à l'heure. C'est des espaces de travail partagé, si on veut rester dans le bon français. C'est plus que du bureau partagé. Il y a une dimension vraiment de coopération et de collaboratif, beaucoup comme chez Anabase. Les gens se rencontrent, notamment autour de la machine à café. Ils travaillent côte à côte, mais il y a du réseau qui se crée et de l'échange. Donc voilà, le premier espace de coworking rural en France, c'était par Lucille en 2010. Et par ailleurs, Marie-Laure, qui est l'autre cofondatrice, elle a été missionnée par la mairie de Bordeaux pour monter le projet du Node, qui est un espace de coworking à Bordeaux aussi, quartier Saint-Pierre. Et donc il y a 5-6 ans, c'était un peu les deux seuls acteurs du coworking sur l'Aquitaine. Et elles ont été détectées et mises en relation par la région notamment. Et voilà, la sauce a bien prise, elles se sont bien entendues et elles se sont dit, le coworking c'est en plein boom, il y a quelque chose à faire, on connaît bien le secteur, donc on va aller aider les porteurs de projets. C'est une asso depuis 2013 et on passe en société coopérative au mois de juin. Donc Camille, qui est à côté de moi, elle est administratrice de l'association, la coopérative des tiers-lieux. On est sur toute la zone Aquitaine, on a 22 administrateurs qui sont présents dans toutes les régions de l'Aquitaine. Et au quotidien, on est tous acteurs de nos tiers-lieux. Donc un tiers-lieu, c'est un espace de coworking, c'est un Fab Lab, on en a aussi parlé tout à l'heure. Ce sont des ateliers partagés, ce sont des cafés citoyens, des jardins partagés, tous ces lieux en fait, de lien social qui favorisent aussi l'ancrage territorial. Donc nous, on est plutôt intéressés par le milieu rural et périurbain parce que c'est des espaces qui permettent vraiment de redynamiser des quartiers ou des centres-bourgs parce qu'on y trouve un intérêt économique et social. Et parce qu'il n'y a pas la pression qu'on pourrait avoir en entreprise aussi. Ce n'est pas que des espaces de travail. Ça peut aussi être des espaces de rencontres, je ne sais pas le terme passe-temps qui est le bon, mais de loisirs. Voilà. Et donc j'ai un peu perdu le fil de mon truc, mais je vais y revenir. Donc pour revenir un peu à ce qu'on fait, nous, à la coopérative des tiers-lieux, on est le réseau régional de ces espaces. On détecte, on accompagne, on fédère les tiers-lieux en Aquitaine. Il y en a 76 en décembre 2015, donc je pense que là, en mars, on a dépassé la barre des 80 espaces. Et puis par ailleurs, on est aussi le laboratoire du Travailler autrement pour vivre mieux. Donc on expérimente les nouvelles organisations du travail avec les acteurs locaux. Voilà. D'accord. Camille Penzer, peut-être un peu de complément sur la ruche en particulier, puisque donc on voit s'afficher que une promo Créa Jeune est allée à la ruche, donc voilà, il y a déjà des choses qui se passent. C'est ça, du coup, moi je suis administrative à la coopérative des tiers-lieux au titre de la ruche, puisque je gère ce lieu depuis 1 an et demi qu'il a été créé. Et nous, on a un espace de travail partagé dédié aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc on a pour le coup, une thématique bien forte. On accueille et on héberge au sein de notre lieu à la fois des entrepreneurs qui sont immatriculés, mais aussi des porteurs de projets. On ne va pas faire de suivi technique et comme vous le faites à la fois dans la couveuse, à la MIE ou à la DI, mais par contre, notre métier, c'est d'animer la communauté, de faire en sorte que ce soit les pairs, que ce soit un accompagnement par les pairs, et du coup de créer des moments de rencontre à la fois formels et informels, créer un lien de confiance, créer une dynamique au quotidien. Ça se matérialise comment, par exemple Alors, ça se matérialise tout d'abord par une intégration des nouvelles personnes à chaque fois. Donc ça passe par quelques rencontres, de l'affichage dans l'espace d'un nouvel arrivant, qui il est, quel projet il porte. C'est vraiment s'attarder sur l'humain, l'aspect humain. On n'est pas juste là, client, on a payé pour un bureau, donc on lui dit ton bureau c'est là et le Wi-Fi, le mot de passe c'est ça. Non, c'est plutôt, on les accompagne, on apprend à se connaître, on apprend on leur présente aussi l'ensemble de la communauté, donc ça c'est une première chose. Ensuite, on a des déjeuners partagés où là, toutes les semaines, ça s'appelle le buzz, c'est le vendredi midi, vous êtes tous conviés parce que c'est
ouvert sur l'extérieur. Donc là, c'est le moment de partager des bonnes nouvelles, mais aussi des difficultés, de présenter un bon plan. Enfin, c'est un vrai échange formel et informel. Et on a tout un tas on a notamment aussi des toolbox, donc des boîtes à outils. Donc là, c'est un entrepreneur qui a une compétence particulière et qui veut la transférer à l'ensemble de la communauté, parce que nous, ma collègue et moi, donc en tant qu'animatrice du lieu, on a repéré qu'il y avait une demande. Par exemple, le prochain, c'est lundi entre midi et 2 sur l'utilisation de Twitter. Tout le monde n'est pas super à l'aise avec ce réseau social. Quelqu'un sait bien l'utiliser. Enfin, ça fait déjà quelques temps qu'ils sont dessus, le maîtrisent. Et ben, il se dit, je vais passer 1 heure de mon temps juste pour donner quelques clés. C'est pas une formation spécifique, mais c'est quelques clés pour aider la communauté. Une dernière question dans le premier temps là. Bon, autant pour Anabase, on connaît, il y a un statut, donc on connaît les règles financières, je dirais. Chez vous, tout est gratuit ou c'est Ça serait merveilleux, mais nous-mêmes, la ruche, on a besoin de vivre. On est nous-mêmes une entreprise sociale, et donc avec notamment moi qui suis salariée. Et du coup, on a besoin de générer un modèle économique. Et donc non, les places ne sont pas gratuites. Par contre, on essaye d'avoir un tarif accessible à tous, et surtout des formules flexibles qui permettent à des gens qui n'ont pas beaucoup à mettre dans un bureau d'être quand même intégrés au sein de la communauté au même titre que les autres. Même s'ils viennent 5 jours par mois, ils ont exactement le même statut que celui qui est résident et qui vient tous les jours travailler. D'accord. On va monter un tout petit peu. Donc, alors, ça fonctionne à peu près de la même façon. Donc, c'est le même objectif, mais peut-être avec un service un peu plus technique. Donc, c'est le Fab Lab. Donc, peut-être vous pouvez nous en dire nous dire comment ça fonctionne aussi. Tout à fait. Et peut-être éventuellement aussi si vous avez des liens avec des Fab Labs sur d'autres départements, puisque de la région. Et donc effectivement, je vais peut-être même revenir un peu en arrière pour vous expliquer comment est né le Créalab, donc le Fab Lab d'Angoulême, pour que vous puissiez comprendre pourquoi je suis là avec ma casquette aussi du Grand Angoulême, parce qu'en fait, donc effectivement, je suis donc responsable de l'économie au Grand Angoulême, et il se trouve qu'en 2014, Grand Angoulême a été retenu avec des partenaires espagnols et portugais dans le cadre d'un programme européen pour intensifier les relations entre les industries traditionnelles et les industries culturelles. Donc de là est venu un investissement matériel dans des équipements. Imprimantes 3D, découpe laser, que l'on a installé dans un lieu, donc dans un plateau de 200 mètres carrés qui est situé dans le quartier de l'Image à Angoulême. De là aussi est né des rencontres avec des chefs d'entreprise ou des directeurs d'établissements qui étaient intéressés par l'utilisation de ce nouveau type de matériel. Ces réflexions autour justement des Fab Labs qui étaient en train d'émerger en 2014-2015. Donc le Fab Lab, par définition, c'est un peu comme mes collègues sur les espaces de coworking ou de tiers-lieux. C'est un Fab Lab, c'est un lieu ouvert où des salariés, des étudiants, des entrepreneurs, le citoyen peut venir et avec une approche projet, prototype, essayer, concevoir. Et ce lieu donc doit être aussi par définition un lieu ouvert où le citoyen peut tester. Donc voilà le point d'entrée. Donc Grand Angoulême avait à l'époque impulsé et soutenu fortement cette dynamique, qui était du coup aussi très orientée entreprise, industrie. Et donc, quand le projet s'est concrétisé en 2015, il a pris une orientation un peu différente, ce qui explique aussi les partenariats qu'on a pu nouer avec l'ADI, parce qu'on s'est rendu compte entre 2015 et maintenant que finalement on avait une orientation aussi très tournée vers l'entrepreneur, le créateur d'entreprise, et également que le Créalab facilitait le lien avec des publics qui étaient peut-être un peu éloignés du social. Donc c'est vraiment une fonction justement de tiers-lieu où
une personne qui habite dans un quartier en difficulté, ou un collégien situé dans ces quartiers, ou quelqu'un voilà, qui a quelques difficultés, peut venir dans le Créalab assez naturellement, facilement, pour essayer, fabriquer, et avec le soutien pédagogique ou d'une structure un peu plus organisée, du type de l'ADI ou du type d'un lycée ou d'encadrant. Voilà, on réussit à l'accompagner et à y faire émerger des créations ou une réintégration de cette personne dans la société. Donc c'est ce type de sujet qu'on est en train un peu plus de travailler, notamment dans le cadre de Créa Jeunes, où il y a un module Créalab qui s'est intégré. D'accord, ok. On y reviendra peut-être à travers les questions. Alors, on l'a vu, donc la question financière est une question importante. Donc, je pense que le financement participatif est entré dans l'univers. Tout le monde connaît les plateformes donc, de financement participatif, au moins de nom, Ulule, Girafe, etc. On connaît un certain nombre de plateformes. Bon, c'est donc à l'initiative plutôt de la région Poitou-Charentes, puisque c'est plutôt à ce stade que ça s'est monté. Donc a été créée une plateforme spécifique, donc plutôt pour des publics en insertion, plutôt plus en difficulté. Donc Thibaut Quenou, si vous pouvez nous la présenter et puis nous dire un peu ce que vous avez pu réaliser depuis quelque temps. Alors donc l'ADI est partenaire de cette plateforme dès l'origine, et par ailleurs Franck Joubert, qui est aussi président de l'IPCA, est partenaire de la plateforme. Donc voilà, on est en terrain de connaissance, mais vous pouvez peut-être nous la présenter un peu plus. Alors, déjà, moi je remercie quand même l'ADI de nous inviter, parce qu'en fait la plateforme c'est un petit bout de l'ADI aussi, puisque il y a à peu près 2 ans, on s'était posé la question de mettre en place une plateforme. Alors au début, on n'avait pas pour idée de faire une plateforme, on va dire nous, acteurs de la finance solidaire en Poitou-Charentes, mais pour autant, les plateformes existantes au niveau national ne nous correspondaient pas trop, parce qu'en fait, elles ne correspondaient pas à nos publics, en fait, sur nos territoires, donc maintenant Poitou-Charentes, mais aussi maintenant Aquitaine et Limousin, puisque on se développe en Aquitaine aussi, en Limousin, pour répondre aussi aux attentes de nos partenaires. On a quand même beaucoup de petits porteurs de projets qui ont des difficultés, et on pense qu'il faut permettre à ces porteurs de projets d'avoir un accès au financement participatif, et que cet accès leur permettra aussi de pouvoir se développer beaucoup plus fortement. Moi, je tiens à peut-être mettre un petit peu en avant l'action de l'ADI, puisque finalement, on a un projet qui a émergé aussi grâce à l'ADI, puisque l'ADI nous a permis pendant 4-5 mois de nous loger dans leurs locaux gratuitement. L'ADI, c'est 50% de nos porteurs de projets aujourd'hui viennent de l'ADI, et l'ADI, c'est aussi Thomas Tignon, qui est administrateur et membre du bureau dans notre plateforme. Donc on est vraiment sur cette stratégie-là. Aujourd'hui, en 1 an et quelques mois d'activité, on a réussi à collecter 60 000 euros. On a réussi à avoir une communauté, alors plutôt aujourd'hui picto-charentaise, de 1300 donateurs. On a une fréquentation à peu près de 3000 personnes par mois sur la plateforme, et on a plus de 25 acteurs de création d'entreprise qui nous suivent en Poitou-Charentes. Et depuis la semaine dernière, le collectif Finance Solidaire Aquitain, dont l'ADI est aussi adhérent, nous a dit que c'était OK pour pouvoir utiliser la plateforme. Donc on a 16 personnes en plus, 16 acteurs en plus en Aquitaine, et puis en Limousin, on espère d'ici peu beaucoup plus de personnes. Donc on est sur une dynamique qui est de plus en plus importante, et qui vient répondre aux besoins entre guillemets de nos porteurs de projets, mais aussi des porteurs de projets de l'ADI, principalement sur 2 aspects. Le premier, c'est permettre d'avoir un petit coup de pouce. On est sur du don, nous, sur cette plateforme. La collecte moyenne, c'est à peu près 3 000 euros. Donc ça permet d'avoir les 2-3 000 euros nécessaires pour avoir de la trésor, pour commencer à avoir un petit peu d'argent. Donc c'est toujours nécessaire, complémentaire au dispositif de microcrédit de l'ADI, pour essayer de toujours aider nos porteurs de projets. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi d'aider ces porteurs de projets à créer leur communauté. Moi, je retiens un petit peu ce qui a été dit tout à l'heure. Ces porteurs de projets ont du mal à définir leur stratégie commerciale, ont du mal aussi des fois à avoir le réseau nécessaire pour, entre guillemets, avoir les bonnes personnes au bon moment. Une stratégie sur nos plateformes, ça permet, entre guillemets, de présenter son projet, de dire regardez, on fait des choses, on y va. Et quand on voit ces porteurs de projets qui impulsent ces projets qui sont vraiment coup de cœur à chaque fois, on se dit mais oui, on trouve ça formidable, et bien ça leur permet aussi de communiquer autour d'eux. Et puis
le troisième aspect de notre plateforme qu'on a pu renforcer à travers aussi notre expérience, c'est l'accompagnement. Les autres plateformes nationales en fait n'ont pas le temps d'accompagner les porteurs de projets. Nous, on va prendre ce temps-là puisque c'est un petit peu aussi la devise de l'ADI. Microcrédit, c'est bien, mais microcrédit plus accompagnement, c'est parfait. Et bien nous aussi, on va sur l'accompagnement de ces porteurs de projets pour animer leur collecte. Mais là, en fait, on va avoir une vision un petit peu originale par rapport aux autres plateformes. C'est que nous, en fait, on va obtenir des porteurs de projets sur notre plateforme par le réseau de nos partenaires qui vont nous faire remonter leurs porteurs de projets et on va avoir une complémentarité et c'est pour ça qu'on est vraiment sur du collaboratif. Alors, pour ces porteurs de projets, on leur permet de faire des collectes et d'aller sur Internet et de développer leur stratégie, mais nous aussi en tant qu'acteurs de la finance solidaire, donc IPSA est présent, France Active est présent ici, Grand Angoulême aussi, c'est des acteurs avec qui on travaille quand même beaucoup, puisque je pense qu'il faut le rappeler, cette fusion des régions, c'est aussi une fusion des régions pour essayer de baisser nos coûts on va dire de production, on va dire ça comme ça, et qu'à un moment donné, nous aussi, il faut qu'on soit dans une dynamique collaborative, et l'idée c'est de savoir peut-être comment on définit cette façon de travailler ensemble pour que chaque acteur de la finance solidaire puisse s'y retrouver, mais aussi puisse être complémentaire par rapport aux autres acteurs. Donc là aussi, on essaye de travailler sur nous, et c'est là, entre guillemets, on a des... J'ai échangé ce matin, quand on est de Poitiers, on venait sur Bordeaux, eh bien, ça permet à des acteurs de travailler beaucoup plus ensemble, parce qu'à travers cette plateforme... Concrètement, ça va être un peu le deuxième temps, concrètement, puisque là, vous avez déjà l'expérience d'avoir accueilli sur la plateforme des bénéficiaires de l'ADI. Donc, concrètement, quel travail il faut faire en commun pour arriver à ce qu'un créateur de l'ADI arrive à se lancer dans le financement participatif? Alors, le travail en commun, c'est surtout travailler fortement avec les équipes de l'ADI pour insérer le dispositif j'adopteunprojet.com dans leur dispositif de formation. C'est-à-dire que les créateurs sont déjà un petit peu chargés, ils ont aussi d'autres priorités, et si on intervient après ou en parallèle, c'est compliqué pour eux. Donc la stratégie, mais ça Jean-Marc en est tout à fait d'accord, c'est vraiment d'avoir un couplage à un moment donné et de leur faire voir que j'adopte un projet, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour le porteur de projet, avec des conseillers et des bénévoles de l'ADI qui vont être en capacité de nous dire mais là ça va pas, il faut que tu puisses rajuster pour le porteur de projet ou pas, et c'est cette proximité, cette relation entre les équipes qui nous permet d'être bons quand il le faut, puisque on est quand même sur des publics qui sont un peu plus en précarité, et ce qu'on a remarqué au début, c'est qu'ils ont peut-être pas ils ont un petit peu du mal à nous dire bah là j'y arrive pas trop. Voilà. Donc il faut vraiment travailler en proximité entre les équipes de l'ADI et nos équipes à nous. Un exemple de créateur? Alors même, on peut le voir sur la plateforme, puisqu'il y a un site internet, mais un exemple, celui que vous... Alors, je vais reprendre celui qui est mis en avant, là, la micro-franchise qui est sur un projet sur Saintes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui cherchait à peu près 2000-2500 euros à peu près, qui avait du mal à décoller, et au niveau de la collecte, et ce qu'on a pu faire avec l'ADI, c'est qu'on a pu communiquer au niveau des réseaux, on va dire tout ce qui est presse au niveau local, et donc on a réussi à avoir un reportage au niveau de France 3 Poitou-Charentes sur ce projet-là. Donc ça, c'est typiquement c'est le réseau de l'ADI qui est bien implanté. Et grâce à ce reportage, en fait, ça a permis à ce porteur de projet de réussir sa collecte, puisque la contrainte entre guillemets de ces porteurs de projet, c'est qu'ils n'ont peut-être pas le réseau nécessaire autour d'eux, qui peuvent mettre un petit peu d'argent. Et donc nous, notre job, c'est de permettre d'élargir ce réseau-là. Et grâce à ce contact presse entre guillemets, eh bien l'ensemble des citoyens en Poitou-Charentes ont pu voir ce projet-là. Et dès le soir, en fait, sa collecte était finie. Voilà. Ok, merci. Quelles conditions? Alors, un peu la même question. Bon, vous avez assisté à une partie des travaux, à tous les travaux de cet après-midi de l'ADI. Quelles conditions vous metteriez pour que les bénéficiaires de l'ADI, donc les clients de l'ADI, puissent accéder à vos services, que ce soit le Fab Lab? Je vais commencer peut-être par le Fab Lab, même si vous avez une petite expérience, puis ensuite les autres prendront la parole. Mais voilà, quelles conditions, quel travail on doit faire en commun, quoi. Comment vous le voyez? Je pense qu'il y a beaucoup, c'est surtout de la communication pour faire connaître le Créalab dans sa philosophie justement de tiers-lieu facile d'accès, pour que ces publics-là n'aient pas peur de venir, parce que justement il a été conçu volontairement pour que le citoyen lambda puisse pousse la porte et vienne voir ce que c'est que le Créalab. Ensuite, je dirais que sur Angoulême, on a la chance d'avoir le parcours Créajeune, et du coup, le Créalab est déjà
intégrés dans le parcours Créa-Jeunes. Donc il y a déjà des incubés dans ce dispositif qui viennent au Créalab. Après, c'est peut-être l'étape suivante, c'est comment faire émerger plus de projets concrets de création de petites entreprises en associant le Créa-Jeunes, le Créalab. J'adopte un projet pour justement venir bien consolider ces micro-projets. Donc c'est peut-être maintenant, on a les briques, donc c'est comment on fait en sorte que localement la mayonnaise prenne et qu'on ait bien 3-4 projets qui émergent tous les ans. Il faut être modeste au début, mais ça peut être ça. D'accord. Là, même question en quelques mots, puis après on laissera la parole à la salle. Oui, je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est-à-dire que ces conventions de partenariat, c'est mieux se connaître et donc arriver à mieux relayer les actions des uns et des autres et finalement à créer une synergie puisque chacun a des outils et le créateur peut bénéficier de tous ces outils avec une facilité d'accès beaucoup plus importante. D'accord. Ouais. Et donc très concrètement, nous avec la coopérative des tiers-lieux et l'ADI, on a signé un partenariat tout récemment qui consiste en fait, en tant que tête de réseau, on a proposé à tous les tiers-lieux d'Aquitaine d'accueillir gratuitement pendant 10 jours échelonnés sur 3 mois, un ou plusieurs entrepreneurs accompagnés par l'ADI. Et donc il y a 24 lieux qui sont volontaires. Et ça représente une soixantaine de créateurs d'entreprises qui vont pouvoir tester ces lieux gratuitement sur toute l'Aquitaine. Et donc, comme l'a dit Camille tout à l'heure, c'est majoritairement des espaces de coworking dans lesquels on peut faire un réseau aussi important, notamment au démarrage de l'activité. Bon, tout ça, on le saura, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. Juste nous, on a aussi fait un partenariat avec l'ADI sur le programme spécifique Créa-Jeunes, où l'ambition c'est du coup de faire découvrir l'économie sociale et solidaire et l'économie collaborative. Et du coup, dans ce cadre-là, on accueille une journée les porteurs de projets du programme Créa-Jeunes tous les 2 programme, parce que pour nous ça nécessite de bloquer notre salle de réunion pendant toute une journée. Comme on a de plus en plus de coworkers, c'est un peu compliqué de le faire toutes les 6 semaines, mais les mètres carrés coûtent cher, quoi. Ça, ouais, c'est ça. Et du coup, dans ce cadre-là, donc moi j'interviens entre 1h et 1h30 le matin pour faire un petit topo sur qu'est-ce que c'est que l'ESS, qu'est-ce que c'est que la RSE aussi, et faire prendre conscience que n'importe quelle activité, même si c'est de la restauration, peut avoir son rôle à jouer dans la réduction de son impact ou la maximisation de son impact positif, mais voilà, sur les aspects de transition, de lien social, etc. Ok, merci beaucoup. Vous avez la parole. Enfin, si vous voulez quelques... Peut-être, on voit bien que la question du réseau est une question importante, donc, mais je te laisse développer puisqu'on se connaît depuis longtemps, donc je peux te tutoyer. Ok, merci. On entend d'abord des termes qui, si on les avait entendus il y a 5 ans, seraient apparus saugrenus, auraient même catalogué les gens qui les utilisent comme étant franchement communautaristes, qu'est-ce que j'ai relevé, collaborateurs. Donc, il y a des termes qui de fait étaient chargés auparavant de compromission, de lien avec soit le patronat si on était dans l'entreprise, soit avec le politique si on était dans le politique, qui renvoyaient les gens à une espèce de réformisme mou, en général, j'ai assez connu ça à la CFDT, et qui en fait maintenant deviennent des choses tout à fait normales, y compris dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on recommence l'économie sociale et solidaire, le combat de lutte de classe qu'on a mené contre l'entreprise. Il faut dire que l'entreprise et nous vivons les mêmes problèmes. Les salariés, les personnes vivent les mêmes problèmes. Perte de racines, ça c'est clair, et en fait aussi fragilité d'emploi, pluriactivité, et les uns et les autres, travailler de pair à pair,
se soutenir, le don, tout ça c'est quelque chose qui arrive à un moment donné d'histoire, qui est de fait un moment extrêmement difficile à passer, puisqu'en gros on est quand même dans un changement profond, là j'insiste pas là-dessus, mais on est quand même dans un changement extrêmement profond du type de société dans lequel nous vivons, du type d'économie dans lequel nous vivons. La Commission européenne vient de sortir un programme, juste signé en mars, boucler la boucle. Boucler la boucle. Et si vous relisez, je l'ai pris exprès pour quand même se faire ce petit plaisir, le Premier ministre vice-président chargé du développement durable, notre planète et notre économie ne survivront pas si nous nous en tenons à la logique du prendre, fabriquer, utiliser, jeter. Voilà. Il y a 650 millions et puis il y a 5 milliards de fonds structurels. Est-ce que nous sommes capables de nous organiser pour aller sur ces marchés? Et aux plateformes numériques, est-ce qu'on peut opposer des plateformes humaines? Alors il y en a, vous en faites partie, ce que j'ai entendu avant, on en fait partie, moi je développe des groupes employeurs, on en fait partie. La question d'aujourd'hui, c'est vrai, est-ce qu'on va pouvoir faire converger tout ça pour dire comment nous, on va fonctionner en société, on va reconstruire cette société qui, pour des raisons pas forcément négatives d'ailleurs, mais s'écroule, se disloque, les idéologies tenaient tout ça, elles ne le tiennent plus, les partis ne savent plus très bien réorganiser tout ça, et du coup c'est nous, la société civile, qui, comme dans toutes les guerres, reprenons le flambeau pour réorganiser le système. Donc moi je suis toujours très content de voir que quand il y en a qui sont en train de discuter des lois en ce moment, avec des virgules, des points-virgules et tout, il y a des gens qui, de fait, discutent du réel, de l'économie réelle, pas de savoir comment on va bricoler la financiarisation, ou est-ce qu'on va prêter encore aux banques pour qu'elles ne prêtent pas, mais pour qu'elles survivent. Le patron de la Banque de France était sur France Inter, il était tout content parce qu'il avait créé 60 000 emplois l'année dernière. Mais avec quel argent ? Avec quel argent? Avec quelle facilité? Et nous, quand on en demande 1000, 2000, 3000, c'est tout de suite qu'on ne met pas la société en péril. Donc, on est en train de rééquilibrer le système, comme d'habitude. Déjà, j'ai trouvé, tous les exemples sont là pour le montrer. Refaire de la solidarité, refaire du territoire. Parce que quand on a perdu du racine, on fait du territoire. Et c'est ni l'industrie, ni la branche qui ont relancé les solidarités locales. Non. La loi du travail aujourd'hui, vous allez voir comment, et d'ailleurs elle commence déjà, les PME et les TPE se disent, nous, on est encore une fois marginalisés. Et nous aussi, on est marginalisés. C'est l'idée que j'avais reprise lorsqu'on avait défendu les 35 heures. On a commencé par le mauvais bout. En France, on commence toujours par le mauvais bout. On commence par satisfaire ceux qui ont déjà quelque chose. Donc vous avez 40 heures, vous allez en faire 35. Et les 5 heures vont permettre, avec la croissance, de faire de l'emploi. Non. Il fallait dire qu'il faut 35 heures pour tout le monde. Et là, tous autant que vous êtes autour de la table, vous avez le rôle à jouer. Parce que vous allez partir de 0, 2, 3 heures, puis on va amener à 35 heures. Quand on aurait mis l'argent pour amener à 35 heures les gens qui n'avaient pas de travail, on se serait aperçu que tout le monde faisait 35 heures. Même ceux qui en faisaient 40 avant. Mais voilà, on négocie toujours avec ceux qui ont et qui ont les moyens. J'ai défendu assez d'avantages acquis dans ma vie pour dire que ce n'est pas complètement inutile, mais arrive un moment, il faut arrêter le jeu, parce que quand il y a non seulement des chômeurs, mais aussi pas mal de gens sur le bord de la route, on avait calculé avec les copains qu'entre les chômeurs, les stages, les formations, les gens qui ne touchent plus rien du tout, il fallait trouver 30% d'activité en plus. Ce n'est pas 10%, c'est 30% d'activité qu'il faut trouver. Donc, nous, on s'attelle à ces 30% d'activité. On sait où c'est, on y va, on prend des risques. Avec les groupes employeurs, on prend aussi un certain nombre de risques, mais ça paye. Et même aujourd'hui, il y a des grosses entreprises qui font du groupement employeur. Je reviens de Vienne en Autriche. Tous les hôteliers de Vienne en Autriche viennent de monter un groupement employeur. Donc, si nous, on se repositionne, les financeurs, alors, nous, France Active, et bien sûr avec vous, sur ce type de choses, c'est qu'il faut qu'on voit comment le monde change. Et que du coup, on l'accompagne en y mettant, bien sûr, notre savoir-faire, et pas en faisant comme Uber, en tirant non seulement de l'argent, mais de l'argent contre les salariés, parce que l'argent qui va placer et financiariser, c'est pour robotiser derrière.
Alors les robots gagnent des jeux de Go, hein, évidemment, mais il y a quelqu'un qui profite de le robot. Mais nous, au jour d'aujourd'hui, sans s'opposer, mais en construisant, c'est ce qui me plaît dans le mouvement actuel, c'est qu'on n'est pas forcément, même s'il y a bien sûr des différences et qu'on sera dans de la bagarre à des moments à un autre, on est devant notre destin parce qu'on ne sera pas forcément financé comme on l'a été. Donc on va être obligé de trouver en nous-mêmes des moyens de financer nos propres activités, nos prestations, et ça dans une société qui va pouvoir le permettre, mais qui sera ni d'assistance, bien évidemment, et qui, j'espère, ne sera pas exclusivement tournée autour de l'argent, bien évidemment. Merci. Ce sera le mot de la fin. Je n'ouvre pas des débats sur tout ce que tu as évoqué, parce que sinon, je pense qu'on serait là encore jusque ce soir. Donc, vous l'avez dit, hein, bon, Bien, voilà, donc du coup, cette première partie bilan qu'on a essayé de rendre la plus dynamique possible à travers des chiffres et des témoignages, c'est plutôt maintenant à vous de prendre la parole. Si vous avez des questions, des témoignages, des choses à apporter, des interrogations. Voilà. J'en profite pour accueillir donc Denise Grélard, qui est vice-présidente du conseil départemental de la Gironde, en charge des politiques d'insertion. Merci de nous avoir rejoints. Des questions, des remarques? Profitez de la présence d'Emmanuel Landais pour poser des questions sur le plan national. Denise? Alors peut-être, merci de cet accueil. Dire ici tout le partenariat que nous avons noué depuis longtemps, le département de la Gironde avec l'ADI, tout le travail d'accompagnement qui est fait par l'ADI, en particulier pour ce qui relève de ma vice-présidence auprès des bénéficiaires du RSA, qui souhaitent créer leur propre métier, leur propre entreprise, et aussi le partenariat qui est fait sur la réflexion autour des parcours vers l'insertion professionnelle. Et je pense que ce travail conjoint permet à beaucoup de Girondines et de Girondins de retrouver ce qui est essentiel dans notre société, c'est-à-dire leur place en tant qu'acteurs de leur propre parcours. Et je voudrais saluer ici tout l'engagement à la fois des bénévoles, mais aussi des professionnels de l'ADI dans ce travail partenarial auprès de nos concitoyens. Merci. Des questions? Non? Si? Alors, je laisse te présenter. Jean-Pierre Balgouir, de la région de Blaye, en Gironde. C'est une question un peu bête, mais dans la mesure où les bénévoles s'engagent de plus en plus auprès des conseillers de l'ADI et prennent des responsabilités, dans quelle mesure nous sommes couverts par l'ADI pour justement ces responsabilités plus grandes que nous prenons sur le plan juridique, assurance, etc. Non, écoutez, en termes d'assurance, il y a une responsabilité civile de l'association qui est souscrite pour l'activité des bénévoles. Donc voilà, cette couverture-là, après, ça couvre pas le risque pénal ou ce genre d'activité. Mais enfin voilà, donc il n'y a pas de. C'est pas là-dessus que vous aurez qu'il y a des difficultés à prévoir. Après, c'est, au-delà de ce sujet, c'est vrai que on compte beaucoup sur les bénévoles pour intervenir au plus près. On a évoqué tout à l'heure l'importance d'être en proximité avec les porteurs de projets pour toutes les actions de prospection et d'accompagnement. Ça suppose beaucoup de déplacements, donc c'est bon. S'il y a risque, ils sont plutôt dans ce registre de sécurité routière que sur de responsabilité par rapport à l'activité d'accompagnement directement
chez les créateurs. Du coup, je profite d'avoir la parole pour vous dire aussi, enfin, comme ça, c'est pas une conclusion, parce qu'on n'a pas encore fini, mais juste, moi, j'ai été frappé sur les présentations, la qualité, d'abord, bravo pour la qualité des présentations, des supports, puis le rythme des présentations. Peut-être, moi, il y a deux choses qui font très plaisir. C'est d'une part qu'il y a vraiment des illustrations de l'ensemble des activités des parties prenantes de l'association. On a à la fois les interventions des permanents, les interventions des bénévoles, les créateurs qui sont toujours des témoignages et des bons moments d'esprit d'initiative et de créativité. Et puis les partenaires qui soutiennent l'action de l'association. Donc c'est vraiment très bien de pouvoir illustrer dans une assemblée générale les différentes composantes. Et puis l'autre chose qui est aussi très réjouissante, c'est qu'on a aussi, bon, c'est vrai que le territoire est tellement vaste que c'est un peu normal, mais il y a aussi toutes les facettes de l'activité de l'ADI qui sont présentes. Les quartiers politiques de la ville, le milieu rural, le dispositif d'accompagnement Créa-Jeunes, on n'a pas beaucoup parlé de microcrédit personnel, enfin, la microfranchise, enfin, voilà. Donc c'est aussi une très, très belle illustration de la richesse et la diversité des activités qui permettent de répondre aussi à une grande diversité de besoins. D'autres interventions, d'autres questions? Oui, Jacques? Oui, je me présente, Jacques Lannes, bénévole depuis 13 ans à Angoulême. Je voulais simplement compléter ce qui a été dit au niveau du partenariat avec Pôle emploi, qui a été dit par le collègue des Pyrénées. Et je vais dire ce qu'on fait en Charente. Alors, c'est une parole de bénévole. En Charente, on anime tous les mois des informations collectives dans les 3 plus grosses agences de la Charente, Angoulême, La Couronne, Cognac, éventuellement Confolens et Ruffec, avec un succès extrêmement important, puisque notamment dans la plus grande agence d'Angoulême, on joue à guichet fermé tous les mois. C'est des gens que nous voyons très en amont, et tout ce qui a été dit un petit peu après, on le détecte déjà là, à savoir que dans l'assistance, il y a des projets qui tiennent la route, dans d'autres qui ne tiennent pas du tout. Donc en 2 heures de temps, on est capable de faire changer des gens d'avis, mais surtout de leur dire ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'ils arrivent avec des idées un petit peu variées et souvent des informations fausses. Et on y rencontre là-dedans jeunes, vieux, des gens qui ont eu des entreprises, des cadres à la retraite, et on pourvoit aussi très fortement les séances de Créa-Jeunes de la Charente. Parce qu'à chaque fois qu'on propose ce module de Créa-Jeunes, les gens qui sont dans les boules de l'âge sont partants. Pour une raison simple, et on en a beaucoup parlé en Charente, c'est que la première demande des gens qui veulent créer des entreprises ne savent pas faire des études de marché. Et on leur dit qu'un Créa-Jeunes, on leur en fera. Et il y en a beaucoup, la question qui tue vient tout de suite. Moi, j'ai 38 ans, qu'est-ce que je fais? J'en ai besoin. Bon, on n'a pas vraiment la réponse. L'autre chose est d'une catégorie dont on a peu parlé, mais on en voit de plus en plus, c'est des gens qui nous sont envoyés, qui ont une reconnaissance TH, qui veulent créer une entreprise, qui ont pourront avoir un financement à GFIP, et ils ont besoin d'un cofinancement, et l'ADI peut leur donner. Donc on les voit donc très en amont, et c'est quelque chose, donc ces infocos qui ont été développés maintenant depuis 5-6 ans, et on a maillé tout le territoire, et c'est une très bonne chose, parce que le boulot qui est fait par les conseillers de Pôle emploi est très bien fait, et l'orientation est vraiment très bonne. Et c'est une présence mensuelle. On y va tous les mois. Donc, je sais que ça se fait dans d'autres départements, mais je voulais citer l'exemple de la Charente, parce qu'on a vraiment un partenariat. Enfin, Jean-Marc a pu le voir lors de la signature l'autre jour, avec le directeur régional du Pôle emploi de la grande région, qui fonctionne. Ça a été difficile, mais on y est arrivé. Voilà, merci. Une dernière réaction avant qu'on embraye sur notre plage de travail suivante. Une question. Oui, Myriam Guzzi, directrice d'ERL Corrèze, qui est une structure d'aide à l'émergence de projets et d'accompagnement. Donc je me posais juste la question, que je suis aussi une ancienne de l'ADI, et il y eut un temps où
parmi les prescripteurs de l'ADI, les structures d'accompagnement, enfin du réseau étaient très importantes. Et je me demandais comment vous voyez aujourd'hui la complémentarité avec ce type de structure. Voilà, type boutique de gestion. Je pense que la complémentarité, elle est presque naturelle, c'est-à-dire que dans le sens où les boutiques de gestion, alors, travaillent énormément sur l'accompagnement, la préparation de projets, et l'ADI est là pour proposer des solutions de financement. Et quand je dis qu'elle est presque naturelle, c'est qu'il y a des départements où l'antenne de l'ADI est dans les locaux de la boutique de gestion, hein, dans les Landes. Les bureaux de l'ADI sont installés chez BGE Landes. Et puis, je pense qu'il y a des complémentarités assez naturelles qui s'organisent sur le terrain. C'est-à-dire que là où effectivement il y a des besoins que peuvent couvrir la boutique de gestion, je prends par exemple notamment le cas des Landes. Hein. Dans les Landes, l'ADI fait très peu d'accompagnement en amont des prêts, parce que c'est plutôt la boutique de gestion qui va les faire. Là où effectivement la boutique de gestion n'est pas forcément équipée ou outillée, où là ça progresse, c'est des situations qu'il faut qu'on retravaille. Alors, ce qui est intéressant avec les boutiques de gestion, c'est qu'elles viennent elles aussi de se réorganiser en associations régionales, et ça donc va pouvoir aussi permettre de travailler sur peut-être des plus grandes coordinations. Et puis on attend aussi beaucoup de nos partenaires de nous aider à venir un peu plus fortement dans les endroits où on n'y est pas. Hein. Je pense, c'était évoqué en début, hein, je pense à la Corrèze et je pense à IRL qui est implanté justement en Corrèze. Voilà. Merci, et puis on vous attend en Corrèze.